Hello la canaille, aujourd'hui vidéo un peu moins technique que d'habitude, je vais simplement partager avec vous la liste des quelques entreprises que j'ai dans le viseur pour 2024. Donc on y va, je vais vous présenter une espèce de top 10 des valeurs que je suis cette année. Et la première, bon on peut pas y couper, c'est PayPal. C'est une boîte qui a fait le saut de l'ange, je pense que tout le monde l'a remarqué. Après la question c'est de savoir est-ce que c'est mérité, oui, non. On a vraiment plusieurs sons de cloche sur cette valeur. J'en ai entendu la critiquer, et sans doute à juste titre, parce que son avantage concurrentiel il s'effrite avec les nouvelles alternatives comme Apple Pay, etc. Mais bon, c'est une boîte qui continue à avoir de la croissance, regardez son chiffre d'affaires. Par contre, en termes de profit net, c'est vrai, ça a baissé. Maintenant, son nombre d'utilisateurs continue d'augmenter, et puis tout simplement, elle s'est pris un tel carton que l'investisseur au fond de moi, si vous voulez, commence à se dire, voilà, peut-être qu'on a touché un plus bas, qu'on est au fond de la vague, et que la boîte va remonter. Là, je suis vraiment en mode, je commence à sortir du bois et à me dire que c'est le moment ou jamais de rentrer dessus. La deuxième valeur, c'est Alstom. Là, on est typiquement dans le genre de boîte que je regarde même pas d'habitude. On a une dette qui n'en finit pas de se creuser, enfin, c'est le gouffre. Et en plus, c'est une boîte d'État. Vous savez que j'aime pas ça, les boîtes d'État. Tout simplement parce que les intérêts des actionnaires sont pas alignés avec les intérêts de l'État. Pour faire simple, les actionnaires, en gros, ils veulent maximiser les profits. Et l'État, lui, il veut d'abord la paix sociale. Donc si Alstom, pour le bien de ses finances, elle doit virer 5000 employés, bah l'État, il laissera pas faire. Ça va parler de plans de secours, ça va parler de refinancement, etc. Et puis bon, dans le même temps, c'est une boîte qui a une très grosse part de marché sur son secteur, donc ça vient contrebalancer un petit peu ce premier avis. Ils ont peu de concurrents, il y a une barrière à l'entrée assez infranchissable. Enfin, c'est de la grosse industrie, quoi. Il faut des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers qualifiés, du gros matériel, etc. C'est pas demain qu'ils seront en danger en termes de concurrence. Et surtout le prix. Non mais regardez-moi ce bain de sang. Enfin, franchement, c'est le genre de boîte sur lequel d'habitude je me positionne pas. Mais là, je commence à me dire, ça peut être un profil intéressant pour 2024. Faut savoir faire, voilà. D'habitude, je disais, c'est une boîte qui m'intéresse pas, ce genre de cas. Mais il faut savoir faire quelques entorses à la règle. La troisième boutique, c'est Swatch Group. Une très très belle boîte. Il y a pas de souci là-dessus. Ils ont un portefeuille de marques assez impressionnant avec des grands noms. Longines, Omega, etc. J'ai survolé leur compte, le bilan en particulier. Ils sont assis sur un trésor. Du cash à pas savoir quoi en faire. Par contre, ce qui m'embête un peu avec eux, c'est clairement le manque de croissance. Le chiffre d'affaires à la louche, il évolue entre 7 et 9 milliards de francs suisses depuis 2011. Donc ça fait quand même déjà pas mal de temps que ça bouge pas trop. Et on sait que la croissance, c'est quand même le driver principal d'une action. Donc une très belle société, mais voilà, niveau perspective, c'est pas dingo, quoi. Ce qui me plaît, c'est que le titre n'est pas très cher. Donc si on regarde en 2014, ça valait 600 francs suisses, et là, au moment où je prépare la vidéo, ça vaut 223. Et en plus, c'est assez en dents de scie, donc avec un peu de chance, on devrait avoir un rebond. En fait, personne ne peut savoir, mais voilà, c'est le genre de dossier que je me garde sous le coude. La suite, c'est Shake Shack. Donc un truc un peu original, c'est une chaîne de fast-food, un peu à la manière de Five Guys. J'en discutais l'autre jour avec un collègue américain qui vient de Washington, et qui me disait que oui, c'est pas mal. C'est des burgers de qualité un peu supérieure. On n'est pas sur des trucs un peu cheap comme McDonald's à la chaîne, etc. Par contre, les menus Shake Shack sont un peu plus chers, forcément. Mais bon, peut-être qu'ils ont trouvé un créneau intéressant où se positionner. Et puis la boîte, elle n'est pas cotée en bourse depuis très longtemps, donc j'ai une voix dans ma tête qui me dit, si ça se trouve, c'est le prochain Burger King, c'est le prochain McDonald's, c'est le prochain machin truc, et c'est encore le moment de monter dans le train. D'ailleurs, le nombre de restaurants qui s'ouvrent, il continue d'augmenter chaque année. Ça, c'est très bon signe pour nous, investisseurs. Enfin, tous les indicateurs sont au vert, sauf, et là ça craint un peu, les profits, qui sont à la traîne. La boîte fait pas encore de vrais bénéfices, donc voilà, affaire à suivre. C'est encore une petite capitalisation, donc un gros potentiel peut-être. La cinquième valeur, c'est Téléperformance. C'est devenu un incontournable, on en parle beaucoup depuis 2 ans. Enfin, en fait, depuis que la boîte s'est effondrée, qu'elle a perdu quelque chose comme 65% de sa valeur, donc ça commence à devenir très attrayant. Enfin, le truc, c'est que c'est le prix qui a retenu mon attention. C'est jamais un bon argument. Normalement, ce qui doit retenir l'attention d'un investisseur, c'est la qualité de la boutique. C'est pas le fait que la boîte ait fait le saut de l'ange.
D'habitude, quand une boutique elle perd autant, bon bah c'est une boîte de merde, disons-le, et puis je passe ma route. Mais là quand même je m'interroge, parce qu'en survolant les états financiers, bah c'est pas si mauvais que ça. C'est même plutôt bon. Enfin, ça coche les cases. On a de la croissance, on a un niveau de dette contrôlé, dividende en augmentation, on reste sur une capitalisation relativement faible, donc sans doute de belles perspectives. Par contre, le gros point noir, c'est j'avoue, je comprends rien à leur business. À chaque fois qu'on me dit « Ouais, c'est les centres d'appel, machin », ok, d'accord, fine, mais concrètement, ils font quoi? C'est quoi le boulot d'un mec qui bosse chez Téléperformance? Ils vendent quoi? Des services, ok, très bien, je comprends, mais quoi comme service? Et en plus, c'est une boîte mondiale avec des bureaux dans 91 pays et plus de 410 000 employés, donc ça parle toutes les langues. Enfin, pour moi, à mon niveau, c'est incompréhensible. Je préfère des trucs bateaux. Je vous ai fait 2 vidéos d'analyse d'entreprise, sur Veralia et sur Leaning. Voilà, là je comprends ce qui se passe. La première, elle fait des bouteilles de verre, et elle les vend par millions à des boîtes comme Pernod Ricard, qui nous feront de bons pastis pour l'été. Et la deuxième, Leaning, elle fabrique des chaussures et des vêtements de sport, un peu comme Adidas. Du coup, Téléperformance, ça m'a l'air tellement illisible comme business, que je me suis pas encore plongé sérieusement, mais sans doute je rate quelque chose. La société suivante, c'est Walgreens Boots Alliance, une entreprise américaine qui possède plusieurs chaînes de pharmacie. C'est un retailer, donc énorme chiffre d'affaires, plus de 130 milliards de dollars, mais des profits relativement faibles. Et dernièrement, ils ont fait du n'importe quoi avec leurs sous. Ils se sont lancés dans plusieurs séries d'acquisitions pas rentables, du tout, donc du vrai gâchis tout simplement. Mais le prix de l'action, il a tellement baissé que le rendement du dividende était passé presque à 10%. Sauf qu'ils sont maintenant en galère de financement et ils ont décidé de couper leur dividende de moitié, donc ça me refroidit beaucoup. En première analyse en tout cas. L'idée c'était de se dire, voilà, l'entreprise est pas chère, j'achète et j'ai un gros dividende, sauf que si l'entreprise est mauvaise, en vrai elle va continuer à tomber et puis point barre. Elle va couper ses dividendes et puis j'ai plus aucune raison valable de me positionner sur le titre. Maintenant, l'intérêt de cette entreprise, c'est que c'est quand même un retailer, donc on a un vrai free cash flow, et qui oscille toujours en gros autour de 4 milliards de dollars en moyenne sur les 5 dernières années. Par contre, eux, j'ai déjà lu leur rapport en intégralité, donc je connais plutôt bien le dossier. Mais en fin de compte, ça m'a pas inspiré. Pour la faire courte, la cartouche qui a pris le titre, c'était justifié, point barre. Ça valait 95 dollars en 2015, et 9 ans plus tard, ça vaut 23. Mais bon, tout n'est pas acheté, on a peut-être un bon point d'entrée maintenant, sans doute on a touché un plus bas, donc je me la garde sous le bras, celle-là aussi. Dans le sens où la capitalisation est d'environ 22 milliards, et le free cash flow de 4 milliards, on a dit, donc ça donne une espèce de PER de 5,5 si on regarde le free cash flow et pas les profits. Ce qui est très faible. Mais voilà, c'est une approximation très grossière que je fais là, bref. Je vais continuer à la surveiller celle-là et puis on verra. La 7e boîte, c'est Zhongsheng, une entreprise chinoise. Ouais, c'est toujours un peu touchy, mais bon, il y a quand même quelques pépites là-bas. C'est des boîtes qui sont super rentables et qui sont très mal valorisées. Alors eux, Zhongsheng, c'est des concessions automobiles. Ils sont implantés dans tout le pays, donc ils ont un très bon maillage du territoire avec à peu près 420 concessions. Eux, c'est pareil, j'ai lu leur rapport, donc je connais assez bien l'entreprise. Faudrait que je me replonge dedans quand même, mais il y avait des choses vraiment très intéressantes. Pour vous donner une idée, ils sont spécialisés dans les marques un peu supérieures, du genre Audi, Lexus, Porsche, et la boîte, elle est profitable. Mais ce qui me gêne, c'est que la croissance magnifique qu'ils ont eue auparavant, elle s'est un peu essoufflée sur les 2-3 dernières années. Et puis on est aussi sur un secteur cyclique, donc c'est toujours très dur à timer. Je veux dire, même si la boîte elle a perdu 77% depuis ses plus hauts, ça peut encore perdre 50%. Et sur ce type d'entreprise, j'aurais peut-être pas les nerfs assez solides pour encaisser le choc si je me place au mauvais moment. Mais sinon, très belle boîte, hein, rien à redire. La 8e, c'est Euronext. J'avoue, celle-là, je l'ai en portefeuille. J'ai eu un timing plutôt bon, je suis satisfait, et la question qui me trotte en tête, c'est de savoir si je vais en racheter encore ou pas. J'ai aucun doute sur elle, c'est une très belle boîte avec de la croissance, une marge nette énorme, de l'ordre de 30-35%, et un moat insurmontable. Il y a très peu de concurrents. Deutsche Börse, SIX, Nasdaq, mais voilà, très peu d'acteurs sur ce secteur pour se partager le gâteau.
Pour faire simple, ils gèrent les marchés boursiers de Paris, Bruxelles, Amsterdam, etc. Ils gagnent de l'argent sur les transactions qui sont réalisées, sur le listing des boîtes, sur les opérations de change, sur la mise à disposition de bases de données, sur des volumes échangés, sur les cotes, etc. Le rapport annuel était un peu technique, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas, des termes, des concepts de finance qui n'étaient pas clairs, mais ça m'a pas rebuté. J'ai appris pas mal de nouvelles choses en les lisant, donc plutôt enrichissant, et surtout, comme je disais, la boîte est de bonne qualité, il y a moyen que j'en reprenne, si j'ai pas de meilleure idée. Aussi, petite chose, la capitalisation elle est pas encore très élevée, donc ça laisse encore pas mal de place pour croître à l'avenir. C'est pas une très grosse boîte, ils font à peine 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 500 millions de résultats nets. Donc la 9e boîte, déjà l'avant-dernière, c'est Airbnb. Celle-là, ok, pas besoin de la présenter, vous savez tous les services qu'elle propose, le concept marche, l'entreprise gagne pas mal d'argent, et elle a relativement peu de coûts, puisque par définition, elle gère pas les chambres qu'elle met à disposition sur sa plateforme. L'introduction en plus, elle est récente en bourse, et le prix actuel est autour de ce que valait la boutique lors de cette introduction, justement. Donc je me dis, intuitivement, que si j'en achète, j'ai quand même de belles perspectives. Par contre, elle a déjà une valorisation de plus de 85 milliards, et ça me rebute un peu, ça me gêne, en comparaison des profits qu'elle génère. Voilà un dossier à creuser, mais qui semble avoir de belles perspectives d'avenir. Ils ont un avantage tellement énorme par rapport à leurs concurrents. D'ailleurs, je leur connais même pas vraiment de concurrents à proprement parler. Enfin, sur les applications, je veux dire. Sinon, oui, il y a les hôtels Accor, Pullman, Hilton et compagnie. Mais c'est pas tout à fait le même business dans le sens où Accor et tout, ils gèrent leurs établissements, alors que Airbnb, fondamentalement, c'est juste une plateforme online. Ils développent une application, les mecs. C'est une tech, en quelque sorte. Donc j'espère que peut-être je trouverai du temps cette année pour m'intéresser à cette boîte. Et le dernier titre, bon, c'est Orpea. Là, c'est extrêmement dangereux. On est sur une boîte en galère. Enfin, même pas, elle est carrément au cimetière. Ça vaut plus rien, ça vaut 1 centime, sérieux. C'est ridicule. Maintenant, ça s'explique. Ils ont fait défaut sur une partie de leur dette, donc goodbye, quoi, pas d'excuses. Mais bon, ça vaut tellement plus rien qu'on se dit que ça peut que remonter. Ce qui est un raisonnement complètement débile, en règle générale, parce que quand ça valait 50 centimes, on croyait pas que ça pouvait continuer à chuter, et c'est tombé à 25 centimes, donc ça a perdu moitié. Et puis à 25 centimes, on se redisait la même chose, et ça a continué de dégringoler, bref. C'est une boîte à fuir, ils méritent ce qui leur arrive, y a pas d'excuse, mais je peux pas m'empêcher d'avoir les yeux avec une espèce de petite flamme d'envie, quoi. C'est le coup rêvé. On se prend à croire que la boîte va remonter, et que même si elle revient à 1 euro seulement, ça fera du x100. Mais voilà, c'est du grand n'importe quoi cette valeur. Donc voilà le top 10 des actions que je regarde un petit peu de manière rapprochée. Il y a du travail, à part celles dont je vous ai dit que j'avais lu les rapports annuels et que je connais plutôt bien, j'ai encore les idées assez floues. Sinon, qu'est-ce que je peux faire ? Au lieu d'ouvrir de nouvelles lignes en portefeuille, une idée pour 2024, ça pourrait être tout simplement de renforcer les entreprises que je possède déjà et sur lesquelles j'ai des convictions fortes. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année boursière. J'espère que les dieux de l'investissement seront à votre côté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao la canaille.